Donc, bonjour Yves Citon, bienvenue. Vous êtes professeur de médias et littérature à l'université Paris 8. Vous avez aussi enseigné auparavant à l'université de Grenoble, à l'université de Genève, à Sciences Po Paris, à Pittsburgh, à New York. Vous êtes co-directeur d'une revue politique, artistique, philosophique et culturelle intitulée Multitude. Vous êtes auteur de nombreux, d'une dizaine d'ouvrages comme pour une écologie de l'attention, Médiarchie, lire, interpréter et actualiser pourquoi les études littéraires. D'ailleurs, il y avait certains de vos exemplaires qui étaient disponibles à la librairie, mais les gens se les sont arrachés et il n'y en a plus aucun maintenant. Et aujourd'hui, vous avez pris au mot le thème de ce colloque, puisque vous allez nous raconter une histoire d'un futur proche, où nous tous, étudiants, étudiantes, professeurs, invités, participants, participantes, nous avons le potentiel d'y jouer un rôle dans votre histoire, donc. Et avant de vous laisser la parole, j'aimerais vous poser la question suivante. Pourquoi est-il important de raconter des histoires dans les universités, dans les autres écoles et dans les colloques comme celui-ci? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être répondre à votre... Ça marche ? Je vais peut-être répondre à la question de façon un petit peu détournée, en partant de ce que disait Baptiste Morisot hier, cette espèce d'inconfort ou d'incertitude, de désarroi. Comment penser aujourd'hui face à quelque chose comme le Capitalocène? Et pour moi, en tout cas, un sentiment de grande insuffisance en vous parlant aujourd'hui, non seulement par rapport aux personnes qui ont présenté des choses, des performances, des pensées depuis hier et ce matin, mais aussi par rapport à la perspective, à l'horizon. Le Capitalocène, ça nous hante à l'horizon. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant? Et moi, je dois dire que je me sens assez mal à l'aise, finalement, face à ce que je vais faire, si je me dis ce que je vais faire, c'est sous horizon de Capitalocène. Alors, raconter une histoire, ça serait peut-être tenter d'échapper à cette pression. Et là, en fait, je vais vous proposer deux histoires. J'ai préparé une histoire qui sera presque complètement automatisée, qui va durer à peu près 20 minutes. Et puis là, je vais la préfacer par une toute petite autre histoire, qui est une proposition de bricolage, là, pas automatisée du tout. Et là, ça dirait... toujours ces deux histoires d'un futur proche. La première histoire, c'est un futur très proche. Je vous propose l'horizon de 5 ans. Donc, vous nous avez invités à réfléchir sur 10 ans pour la HED. Moi, je vais commencer par réfléchir sur 5 ans. Et je me dis, qu'est-ce qui se passerait si dans 5 ans, la HED refaisait un colloque aussi merveilleux que celui-ci, mais au lieu de le faire dans un nouveau bâtiment aussi merveilleux et aussi invité, qu'on le déplace un petit peu, on garde la date de décembre, et on le déplace dans le centre commercial de Balexer. Et pour rendre la chose plus intéressante, on demande à Delphine Jeanneret d'organiser aussi bien ce qu'elle a fait jusqu'à présent, mais de le garder complètement secret par rapport aux gérants de Balexer. Et qu'on soit 300 à débarquer à Balexer avec des micros, avec des écrans, avec des idées, avec des bruits, avec des récits, et qu'on regarde ce qui se passe dans le public de gens qui achètent des cadeaux de Noël à Balexer. Et là, il me semble que peut-être ça serait quelque chose, un vrai défi pour la HED. Donc moi, je vous propose ça à très court terme, et à plus long terme, donc je vais vous proposer une histoire un petit peu automatique et automatisée, parce qu'il va y avoir de la musique, mais ça sera de la musique que je ne vais pas jouer moi, contrairement à tout à l'heure. Ça va être des images que je vais vous faire circuler, j'espère, si tout va bien, avec un PowerPoint. Et moi, je vais vous lire un texte, mais ce texte, il est aussi un petit peu programmé, hein, vu que le thème, c'est programmer, déprogrammer, parce que c'est Google Translate qui l'a écrit pour moi. Et donc, j'ai horreur de lire les textes, mais là, je me suis dit, tant qu'à faire, autant lire un texte qui n'a pas été écrit par moi. Et ben voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'aurais besoin de sons qui devraient partir normalement de la musique. Et il n'y a pas de son. Alors là, j'aurais besoin de son pour la musique. Je crois qu'on a eu un problème récurrent avec le son.
Ah, ça, je sais pas. Mettez en pause. Attends, là c'est normal. Il reçoit. Donc, là, je crois que tout le problème, c'est la beauté d'un énorme colloque comme ça, qui a une petite prise qui fait chier tout le monde. Depuis hier, hein, c'est la petite prise, mais ça, c'est le design dont on parlait. Ah, voilà. Superbe. Alors, je vais recommencer mon affaire. Voilà, donc je recommence mon truc. Ça devrait peut-être marcher. Hop. C'est parti. Cette histoire d'un futur proche a commencé les 19 et 20 décembre 2005 lorsque le guitariste-compositeur Scott Fields a enregistré l'album Beckett au Hansa House Studio de Bonn en Allemagne. Cette histoire d'un futur proche a commencé une nouvelle fois en 2015 à New York lorsque Mackenzie Wark a publié son livre Molecular Red, sous-titré « Une théorie pour l'Anthropocène », dans lequel nous avons découvert qu'un certain Carbon Liberation Front, CLF, était lentement mais sûrement monté en puissance au cours des 2 derniers siècles, au point de devenir, à l'aube du 3e millénaire, la principale des puissances mondiales. Personne ne savait comment endiguer les multiples façons par lesquelles il réussissait à libérer de plus en plus de dioxyde de carbone dans notre atmosphère. Le CLF semblait devoir gagner sur tous les fronts, avançant vers une victoire facile, faisant à chaque ouragan, à chaque fonte d'iceberg, un pas de plus vers sa conquête irrésistible de la planète Terre. Cette histoire d'un futur proche ne promet pas une fin heureuse. Il serait toutefois plus juste de dire que cette histoire d'un futur proche a commencé le 25 mars 2026 lorsqu'un mystérieux Carbon Copy Liberation Front, CCLF, a revendiqué sa première et dernière action politique. Le 25 mars 2026, il a lancé une attaque contre le réseau informatique mondial à partir de 3 petits villages français, Sarlat, Montebourg et Robion. En quelques jours, l'attaque a fait basculer l'histoire humaine et non humaine en mettant à genoux les puissances mondiales et en mettant fin à la démence écocidaire du capitalisme financier. Créé dans le seul but de revendiquer cette première et dernière attaque, le CCLF réunissait des artistes et des activistes qui collaboraient depuis le début du XXIe siècle sous le nom clandestin de CCC, Carbon Copy Conspiracy. Y a-t-il par hasard des membres du CCC dans cette salle ? En fait, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des membres du CCC dans cette salle,
parce que le CCC dissimulait à l'origine ses activités sous la couverture d'un programme de master annonçant des réflexions inoffensives et des séminaires savants sur les problématiques critiques, curatoriales et cybernétiques au sein de la Haute École d'Art et de Design de Genève. Alors qu'il formait officiellement de futurs artistes et curateurs, le CCC avait en fait élaboré, inventé et conçu un hack profond, un deep hack, qui fut largement identifié après l'attaque comme le selfie hack, mais que ses initiateurs avaient originellement intitulé CH pour Carbon Hack. Son design était diaboliquement raffiné et complexe. Il implique les couches les plus profondes du langage machine, où le software se distingue à peine du hardware. Un niveau profond qui n'est devenu hackable qu'après que les grammaires de programmation soient elles-mêmes devenues auto-apprenantes et auto-réparatrices à partir environ du début des années 2020. L'idée de base du Carbon Hack était toutefois assez simple. Elle reposait sur la substitution-altération de deux des opérateurs les plus courants dans les formes les plus élémentaires du code, then et else. Le Carbon Hack s'est contenté de corrompre ces deux opérateurs de base. Il a réussi à tromper le fonctionnement des circuits bioélectriques à apprentissage profond et à autoréparation afin d'appliquer une nouvelle grammaire de base, une grammaire où then est devenu when et où else est devenu self. La première partie du hack, du Carbon Hack, substituait à l'opérateur then un opérateur when qui utilisait une certaine coïncidence temporelle pour extraire et relier des données parfaitement hétérogènes entre elles. L'opérateur when produisait une rencontre entre deux ensembles de données apparemment sans rapport, collectées à partir de banques de données indépendantes l'une de l'autre. Cette coïncidence temporelle fonctionnait sur le même principe que la logique sociale des produits dérivés de la finance, décrite dans les années 2010 par des théoriciens post-marxistes comme Benjamin Lee, Randy Martin ou Arjun Appadurai. Les produits dérivés ont été interprétés par ces penseurs comme une sorte de rapprochement de blocs de réalité auparavant indépendants, avec pour effet de les lier ensemble à travers leurs évolutions anticipées. La logique sociale des produits dérivés tend donc à articuler l'avenir en spéculant sur lui. De la même façon, le premier composant du Carbon Hack utilisait l'opérateur when pour dériver un lien entre deux ensembles hétérogènes de données sur la base d'une simple coïncidence temporelle. Le deuxième composant du Carbon Hack fournissait la fonction commande principale qui avait été neutralisée en transformant un opérateur de commande then en un opérateur conditionnel when. Une fois que la condition initiale if avait été donnée et une fois que la rencontre dérivée when avait été actualisée, la commande self générait un certain instantané numérique. Cet instantané numérique fixait et faisait circuler un certain état computationnel de notre monde. Cette opération a conduit les analystes à se référer à cette composante comme le selfie hack.
un selfie photographique capture un certain moment dans la vie d'une personne, dans un certain environnement, dans une certaine compagnie et dans une certaine humeur. De même, le selfie hack générait des clichés instantanés de rencontres computationnelles entre des événements apparemment sans rapport entre eux. Au lieu d'un portrait visuel d'une personne humaine, le selfie hack produisait un portrait computationnel d'un certain lien au sein de notre interrelation globale. Il le faisait en sélectionnant, parmi les quadrillons de photos stockées sur Instagram et sur son concurrent récent, Permagram, l'image la plus proche de la visualisation du lien en question. Et tout comme nos selfies humains ou personnels circulent habituellement sur les réseaux sociaux pour que les autres humains puissent en profiter ou les envier, de même, le selfie hack renvoyait ses clichés informatiques dans les réseaux pour rajouter des données à notre planète déjà si saturée d'interactions entre données et prises, entre prises. Les membres du CCC eux-mêmes, durant l'élaboration de leur projet, ne parlaient toutefois pas de selfie hack pour désigner ce deuxième composant de leur attaque, mais de carbon hack. Et ceci afin de souligner l'importance de la fonctionnalité de reduplication inscrite dans leur dispositif. Le fait que le CCLF ait signé sa seule revendication officielle sous la signature Carolina Fantoni da Fivizzano a souligné la centralité du processus de copie carbone. Les archéologues des médias ont rapidement rappelé aux enquêteurs que la comtesse Carolina Fantoni da Fivizzano était l'écrivaine italienne aveugle pour qui Pellegrino Turri semble avoir du moins inventé le papier carbone. Cette histoire d'un futur proche devrait donc commencer en 1801, lorsque l'inventeur italien conçut et dessina un certain papier noir afin de compléter son prototype de machine à écrire, construit pour aider la comtesse aveugle à communiquer en secret avec ses amis. Aussi astucieux soit-il, les membres du CCC, cachés derrière la signature de Carolina Fantoni da Fivizzano, avaient pleinement reconnu qu'ils ne pourraient pas savoir à l'avance quel serait le résultat de leur exploit. Ils l'ont conçu comme une expérimentation à lancer dans le monde entier à l'échelle 1-1. Le plus probable était que le hack allait paralyser tout l'appareil informatique qui organise la plus grande partie de notre vie matérielle depuis le nouveau millénaire. Ils ont estimé que le court-circuit de toutes les commandes habituelles, gérant nos interactions, paralyserait probablement toutes nos infrastructures productives, avec forcément des effets potentiels terribles en termes de pénurie généralisée, de désespoir, de famine, de colère, de conflits et de guerre. Au pire des cas, il comptait que cette soudaine paralysie globale de l'appareil productif globalement interconnecté arrêterait de façon certes brutale l'émission délirante de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ils considéraient leur Carbon Copy Liberation Front comme la seule alternative pratique à la victoire irrésistible et irréversible du Carbon Liberation Front. Ce qu'ils espéraient secrètement, toutefois, ne serait-ce que sous la forme de vœux pieux, reconnaissait-il, c'était qu'il subsisterait une infrastructure électrique suffisamment opérationnelle pour permettre le déploiement de la nouvelle dynamique communicationnelle et computationnelle encapsulée dans le Carbon Hack. Des corrélations alternatives seraient actualisées, basées sur des rencontres virtuelles sélectionnées par un algorithme qui favoriserait les dérivations
inimaginables plutôt que les profits financiers. Le but ultime était d'instaurer des événements qualitatifs en renforçant la rencontre de phénomènes apparemment sans rapport entre eux, plutôt que l'accumulation simplement quantitative des fortunes et des profits générés par notre forme écocidaire de capitalisme. Les selfies personnels étaient facilement dénoncés par les penseurs réactionnaires du début du XXIe siècle comme illustrant les pires excès du narcissisme humain dans sa vulgarité la plus méprisable. De telles prothèses spectaculaires révélaient la nature égocentrique de notre capitalisme écocidaire qui dispersait notre subjectivité intérieure en même temps qu'il détruisait notre environnement extérieur. Les selfies computationnels générés par le CCC répondaient à ces angoisses en décentrant, en désanthropomorphisant et en déspectacularisant la pratique du selfie. Quelque chose était identifié comme un soi, mais c'était un événement, une simple relation, un mode, et non une personne ou une substance. Ce qui en faisait vraiment un soi, c'était d'être reconnu par un autre soi. Avec leur exploit, les membres du CCC entendaient montrer que nos mondes et nos collaborations étaient devenus trop collectivement intelligentes pour être abandonnés aux illusions et aux attentes de notre ego, aussi bien qu'aux calculs autodestructeurs du capitalisme financier. L'attaque du Carbon Hack promouvait, en outre, une certaine éthique documentaire qui tentait de minimiser tout ce qui peut préfiltrer les données offertes à l'attention humaine. Le CCC a réalisé cela en ajoutant un troisième composant majeur au Carbon Hack. Une fois les clichés computationnels suivis, c'est-à-dire une fois que l'application de la commande self fixait les rencontres générées par la fonction when, et une fois que le résultat était renvoyé dans les réseaux, une troisième phase du hack, appelée Impro, essayait à partir des quadrillons de photos réelles, non selfie, prises quelque part sur la planète, dans la coïncidence temporelle de la rencontre when, essayait à partir de toute cette base de données d'en produire une seule photo, non selfie. Le Carbon Hack affichait cette photographie sur l'écran d'un appareil portatif, quelque part sur la planète, en l'accompagnant d'une question relative à son interprétation. La détentrice de l'appareil était alors invitée à répondre à cette question, mais ne pouvait le faire qu'après un laps de temps d'au moins 1 minute. Cette troisième composante, Impro, s'inspirait sans ambiguïté des dispositifs de composition conçus par des musiciens tels Cornet Coleman, Anthony Braxton, Henry Threadgill, John Zorn, Tim Byrne ou Mary Halverson. Lorsque le guitariste et compositeur Scott Phillips faisait entrer 4 musiciens dans le studio berlinois Hansa House les 19 et 20 décembre 2005, il leur avait fourni des phrasés rythmiques et sonores extraits des phrases de Samuel Beckett. Dans ce cas, la rencontre when dérivait une performance musicale d'un texte littéraire. L'opération self de ce Carbon Hack musical résultait de l'enregistrement automatique et de la duplication de leur rencontre, inspirée par les écrits Selfless de Samuel Beckett. Les activistes du CCC ont ouvertement reconnu cette inspiration en incluant une longue citation des notes de couverture de l'album Beckett comme le noyau du message cryptique par lequel le CCLF a revendiqué la responsabilité de l'attaque du 25 mars 2026.
Cette histoire d'un futur très proche commence donc le 15 septembre 2017 à environ 12h47, après que plusieurs membres fondateurs et futurs du CCC, assistant actuellement à cette conférence célébrant le 10e anniversaire de la HED, décident de se mettre à la création du Carbon Hack, qui pourra seul vaincre l'irrésistible progression du Carbon Liberation Front. En conclusion, je vous invite donc à exprimer notre admiration à tous les membres du CCC présents dans cette salle, afin qu'ils puissent recevoir, en hommage à leurs réalisations passées et en avance sur leur exploit futur, nos applaudissements et notre gratitude.